Et ce soir, on s'intéresse au développement de la situation en France, le pays qui se trouve face à une grave crise politique. Au cœur de la controverse, la réforme des retraites, projet emblématique du quinquennat du président Emmanuel Macron. Mais voilà, cette réforme ne fait pas l'unanimité dans le pays. Pire, elle suscite le rejet de l'opposition politique et de la rue. Alors que le texte s'apprêtait à être soumis au vote à l'Assemblée jeudi, le gouvernement décide de le faire adopter sans vote en activant l'article 49.3. Une décision qui ne passe pas. Les événements prennent une tournure inquiétante. Mouvements de grève, affrontements et incidents lors de manifestations organisées dans les plus grandes villes du pays. Motion de censure déposée également contre le gouvernement. La France fait-elle face à l'une de ses plus graves crises politiques ? On va en débattre ce soir avec nos invités et tenter surtout de décrypter les conséquences d'une telle crise. On en parle avec Carole Sabat, avocat au barreau de Paris, essayiste. Bonsoir. Bonsoir, Rim. Nazim Sini est avec nous en ligne. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé en économie à l'université Aix-Marseille, vice-président de l'Office méditerranéen économique. Bonsoir Nazim Sini. Bonsoir et merci pour votre invitation. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous depuis Paris également Laïd Bellatrache, chercheur universitaire. Bonsoir Laïd Bellatrache, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, un plaisir partagé. Merci. Alors on va vous faire réagir messieurs au sujet donc de ce qui se passe actuellement en France. Comment percevez-vous la tournure que prennent les choses actuellement dans le pays? Carole Sabat, après la contestation sociale, nous voilà face à une crise politique qui était de toute façon prévisible, disons, depuis le début du quinquennat du président Macron. Absolument, elle était prévisible déjà depuis le premier mandat du président Macron. Ah bon? Il faut se souvenir aussi en 2017 qu'il a été bien élu, mais il y a toujours en fait cette crise, je dirais, politique, que moi je qualifie comme étant trois crises en une seule. Alors on a premièrement une crise, je dirais, du régime en tant que tel. Parce que pour la première fois, un président qui est bien élu dans la Ve République, il ne dispose que d'une majorité relative. Ce qui veut dire qu'il a une impossibilité, sans faire des compositions ou des coalitions, de pouvoir faire passer des réformes. Deuxième crise, qui est une crise de pouvoir en tant que telle, puisque vous l'avez dit, Rim, le président Macron, sa réforme en fait des retraites, c'est la réforme phare du président. Oui. Et il doit faire des réformes par la suite, notamment sur les institutions, parce qu'il préparait aussi une réforme un peu sur les institutions. Et tout ça se trouve aujourd'hui dans une forme un peu de harakiri, comme on peut dire d'une certaine manière. Troisième crise, à mon avis, c'est la crise du gouvernement en tant que telle, d'Elisabeth Borne. Pourquoi je dis une crise du gouvernement? Parce que Elisabeth Borne, en fait, a été nommée justement parce qu'elle était en fait de gauche. Historiquement, il faut se souvenir qu'elle était directrice de cabinet de Ségolène Royal et qu'elle avait soi-disant des relations, de bonnes relations avec les syndicats, qu'elle avait une capacité de composition et de dialogue. Et quelque part, en fait, elle avait une mission. Et la mission, c'était de trouver au président de la République une majorité. Alors, en France, en fait, on a une crise institutionnelle de la Ve République. Il faut se souvenir que le président de Gaulle avait mis en place, en fait, la Ve République comme une république, en fait, dans laquelle le président de la République est nommé un peu un président roi. Il dispose de tous les leviers du pouvoir en tant que tel, mais la Ve République était déjà une république qui donnait de larges majorités au président de la République. Et en fait, les difficultés ont commencé il y a une dizaine, quinzaine d'années. On commence à avoir en fait un environnement, je dirais, qui est un peu effrité. Aujourd'hui, on se retrouve avec un président qui a une majorité relative et il n'y a pas de culture de coalition comme en Allemagne. C'est-à-dire que Elisabeth Borne avait deux possibilités de faire. Soit de faire une coalition, c'est-à-dire la culture de la coalition qu'on n'a pas, que les Allemands ont parfaitement, c'est-à-dire composer avec les LR, puisqu'en fait le président se retrouve entre un bloc quasi insurrectionnel de gauche, d'extrême gauche, et un bloc quasi insurrectionnel quelque part de droite, avec le Rassemblement national, et avec un petit bloc, en fait, qui est lui-même en crise des Républicains, en fait, ce qui reste des Républicains. Et donc, la seule possibilité pour le président et pour Elisabeth Borne, c'était de faire un contrat de gouvernement, une coalition, et depuis le début, de se mettre d'accord vraiment sur cela et de signer un contrat. Elle n'a pas choisi cette voie. Le président n'a pas choisi cette voie. Il voulait toujours, en fait, aller un peu dans des négociations bilatérales ou individuelles ou
Et donc, il ne voulait pas se mettre dans une situation de devoir quelque chose aux Républicains, alors que le président Sarkozy l'avait conseillé de faire cela. Et on se retrouve aujourd'hui avec cette réforme. À la dernière minute, il ne savait pas qui était avec qui. Pourquoi? Parce que les trois blocs, en fait, sont aujourd'hui en crise. On a une crise profonde, je dirais, du LFI, Oui. la France insoumise, avec Mélenchon, en fait, qui cherche à se redonner un nouveau rôle. Mais on est loin, je dirais, on a vu, en fait, comment c'était le climat un peu insurrectionnel à l'intérieur même de l'Assemblée, de la part, je dirais, d'une grande partie, ce qui ne correspond pas du tout à la logique ni de la Ve République. Et du côté de Marine Le Pen, tous les sondages, et même il y a un sondage très très récent, Oui. on pensait que cette situation allait lui profiter en tant que telle. En fait, ils ne reviennent pas en arrière, le Rassemblement national, mais en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, ils ne feront pas un tsunami comme en fait les gens du Rassemblement national Alors, le Maître disent. Carole Sabat, d'après ce que vous venez de dire, on comprend mieux que la France est clairement face à une impasse, une crise multidimensionnelle pour tenter... Oui. Je termine un point. Oui, allez-y. Et je signale en fait un roman qui vient de sortir, un roman de science-fiction politique de Marc Duguin, en fait, qui est connu en fait pour ses romans qui sont très connus, et il vient de sortir Tsunami, justement sur la présidence d'un jeune président néolibéral, et donc bien sûr c'est un roman de science-fiction politique, mais il aboutit à une forme de décomposition du schéma politique français. Et on est en pleine décomposition. On est en pleine décomposition, Maître Carole Sabat. Justement, on va tenter de décrypter la situation et en défilant justement les événements, le gouvernement avait dans un premier temps privilégié le vote du projet avant de décider en fin de compte d'activer cet article 49.3. Ce n'est pas la première fois que l'article est déclenché. Laïd Bellatarash, comment expliquez-vous ce revers de dernière minute de la part du gouvernement d'Elisabeth Borne? Merci. Moi, je considère également, après avoir bien écouté ce qui a été dit et de l'approuver essentiellement, moi, je me dis d'abord que pour les pays du Sud, bien sûr, cette crise-là, c'est une crise qui se passe aujourd'hui en France, mais qui intéresse l'opinion publique, l'opinion mondiale, oui. Et que toutes les démocraties sont fragiles, même quand elles ont 3 siècles d'existence. Et permettez-moi de commencer par là, comme une substance, comme un quotient, entre parenthèses, morale, et que de dire et d'imposer des démocraties actives et urgentes pour des peuples naissants et pour des républiques naissantes. Les peuples datent de siècles et de siècles sont ancrés dans l'histoire, mais pour des républiques naissantes, on se rend compte combien et comment tout le monde est élève dans la cour, dans la grande cour et dans la grande école de la démocratie. Maintenant, on s'est habitué dans les systèmes politiques à des échiquiers et également à un avantage arithmétique. On a une majorité numérique et on est donc à l'abri, alors que faire de la politique, c'est une négociation permanente, c'est un entretien permanent de relations, de négociations, de rechercher des passerelles, de rechercher des quotients communs pour essayer justement d'apporter des solutions. N'oublions pas que si la crise est profonde aujourd'hui, oui. C'est qu'il s'agit de la retraite qui n'a pas qu'une dimension financière et comptable et économique, mais qui a une dimension humaine que beaucoup de gens ressentent très très fort. Et justement, quand le poids de la solution pèse notamment sur les gens qui ont déjà donné le tribut de la sueur et parfois le tribut du sang. Et donc, c'est pour cela qu'il y a cet écho dans la rue. C'est pour cela, c'est vrai que le 49.3 n'est pas inconstitutionnel. Bien sûr qu'il fait partie de la Constitution, qu'il est politique, qu'il est dans toute la légalité. Mais là, vous avez déjà une majorité qui a voté contre cette loi et vous avez également le peuple qui s'est soulevé d'une façon presque inédite justement pour contrecarrer tout cela. Et donc, parfois, le meilleur de la politique, on n'en est pas là pour donner des leçons aux uns et aux autres, faire de la concession, c'est aussi de la politique et peut-être même que la politique, après tout, ce n'est que peut-être que l'art de la concession. Alors, de la concession utile, de la concession constructive, de la concession sage
qui permet d'un pays à aller de l'avant. Alors, Laïd Bellatarache, vous y voyez cette controverse autour de la réforme de retraite en France, un problème donc de démocratie. Voyons ce qu'en pense l'économiste Nazim Sini, activé donc l'article 49.3. Donc, dans la conjoncture actuelle, on le sait, les syndicats avaient déjà alerté sur les conséquences d'une telle décision. Les syndicats qui avaient d'ailleurs essayé d'entamer des négociations avec le gouvernement. À quoi peut-on s'attendre? Jusqu'où peuvent aller donc les choses actuellement quand on voit donc ces débordements au cours des manifestations dans les rues des différentes villes, des plus grandes villes en France actuellement? Écoutez, pour tout vous dire, la situation est extrêmement préoccupante et inquiétante parce que nous sommes en train de franchir des paliers en matière de violence, en matière de manifestations. Ça ne vous a pas échappé qu'hier, il y avait de très grandes manifestations à Paris qui ont débouché sur presque un climat insurrectionnel et des émeutes, des affrontements avec les forces de l'ordre. Déjà, vous savez très bien qu'à Paris, il y a une grève des éboueurs où il y a 10 000 tonnes de déchets qui jonchent les rues de Paris. Là, actuellement, dans le sud de la France, pour vous raconter une petite anecdote, j'ai mis plus de 2 heures pour trouver de l'essence. Oui. Donc, il commence à avoir une pénurie d'essence puisqu'il y a une grève qui a été entamée par le personnel des terminaux pétroliers. Donc, vous avez 6 raffineries sur 7 qui sont aujourd'hui bloquées en France. Donc, on va revivre le même scénario catastrophe que durant l'automne dernier. Et cette succession de crises, et je rejoins parfaitement ce qui a été dit plus tôt, en fait, on est en train de vivre une véritable crise de régime et une crise de démocratie. En fait, la Ve République n'a jamais été aussi proche de la faillite, j'allais dire, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Et en fait, les syndicats avaient alerté déjà le président Macron et Elisabeth Borne que l'utilisation du 49.3 serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Et là, aujourd'hui, le risque, il est clairement la chute d'abord du gouvernement Borne, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri avec la motion de censure qui sera présentée demain. Si elle requiert l'ensemble des voix nécessaires, on va assister à l'effondrement du gouvernement Borne et donc la dissolution du Parlement et la convocation de nouvelles élections législatives par le président Macron. Donc, et en plus, tout ça, vous imaginez bien, ça intervient dans un contexte très difficile puisque nous avons une inflation qui est explosive. D'ailleurs, elle est en train d'atteindre son pic durant le mois de mars. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les économistes et également la grande distribution. On va observer des hausses des prix alimentaires qui vont aussi entre 15 et 20%. Avec ça, vous avez un essoufflement des créations d'embauches. Vous avez une hausse des défaillances d'entreprises. Donc, tous ces éléments mis bout à bout font qu'en France, on est en train de vivre une situation explosive. Donc, on n'est pas à l'abri de revivre un mai 68, mais version 2023. Et je peux vous dire que si le gouvernement ne prend pas les choses à bras-le-corps et ne se saisit pas de ces questions, en tentant d'apaiser les choses et en reprenant le dialogue social, vraiment, on n'est pas à l'abri d'une situation insurrectionnelle en France. Alors, on est, vous l'avez dit, face à un climat pré-insurrectionnel. Carole Sabat, donc justement, j'aimerais m'intéresser avec vous sur ces motions de censure qui ont été déposées donc ces derniers jours au niveau de l'Assemblée. Est-ce que cela pourrait justement faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne dans le contexte actuel? Qu'en pensez-vous? Quel serait justement l'impact de ces motions de censure déposées au niveau de l'Assemblée actuellement? Alors personnellement, en fait, je m'inscris un peu en faux par rapport, je suis d'accord avec tout ce que M. Bellatarache a dit et M. Simi aussi, sur la situation qui est quasi explosive, mais je ne pense pas qu'on est dans une situation insurrectionnelle, et je dirais pour 2 raisons. Parce qu'en grande partie, l'extrême gauche, elle est au Parlement aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, et l'extrême droite ou la droite extrême est au Parlement aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup à perdre pour eux, parce que lorsqu'on rentre dans la logique du pouvoir, on goûte au pouvoir et puis on a des difficultés de pouvoir s'en débarrasser. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation va rester un peu dans une situation un peu de bras de fer, quelque part. Oui. Alors, c'est pour ça que je pense, en fait, qu'on n'est pas dans une logique insurrectionnelle. C'est vrai que, comme l'a dit M. Sini, on est dans le cadre d'une crise de régime, d'une crise de la Ve République, parce que jamais la Ve République n'a connu une décomposition politique avec 4 blocs, en fait, qui sont à l'Assemblée nationale, qui chacun ne peut constituer une majorité. Et c'est pour ça que j'arrive en fait à la motion de censure. Oui. À mon avis, la motion de censure ne passera pas. Parce que là aussi, les députés du LR, en fait, des Républicains qui ont fait défaut, je dirais, pour
pour faire voter parce qu'il y avait des marchandages, il ne faut pas l'oublier, des négociations qui ont fait défaut en fait au gouvernement pour lui faire passer en fait cette réforme, n'ont aucun intérêt aujourd'hui de faire tomber le gouvernement Borne et d'aller vers des élections législatives. Et donc, à mon avis, pour qu'elle puisse obtenir en fait la motion de censure pour qu'elle aboutisse, il faut qu'il y ait une majorité qualifiée, une majorité absolue, c'est-à-dire 287 voix à l'Assemblée nationale. Aucun bloc ne peut l'aboutir tout seul, ni le LFI, ni du côté du NUPES, ni du côté du Rassemblement national. Et je pense qu'en grande partie, les députés LR qui ont fait défaut au gouvernement vont voter contre en fait la motion de censure. Donc, à mon avis, il n'y a ni risque, en fait, à mon avis, de démission du gouvernement, ni de dissolution, parce qu'en fait, les choses ne sont pas liées. Si la motion de censure passe, le président, en fait, c'est la réforme qui tombe, parce qu'en fait, elle est associée à la motion de censure. Oui. Si elle ne passe pas, c'est la réforme qui devient effective en tant que telle, et donc le 49.3 aura ses pleins effets. Mais Carole Saba, vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement d'Elisabeth Borne est actuellement et plus que jamais en position difficile. Comment va-t-il s'en sortir face à une telle situation? À mon avis, le président était devant un choix cornélien quelque part. C'est-à-dire toutes les décisions étaient mauvaises. Celle de faire, malgré en fait le fait que le comptage n'était pas abouti pour avoir en fait une majorité et faire le vote en tant que tel, parce qu'il y avait quelques députés qui n'ont pas suivi, je dirais, les décisions du Parti républicain. Et il ne faut pas oublier que M. Bellatrache a dit en fait qu'il y a eu un vote de majorité contre la réforme. C'est pas vrai. En fait, il y a eu un vote pour la réforme au Sénat de droite et à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de vote. Pourquoi? Parce qu'il y a eu obstruction de vote. Ouais. C'est-à-dire le LFI ont empêché en fait le vote. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Et donc aujourd'hui, le 49.3 a été utilisé. Bien sûr que Elisabeth Borne aujourd'hui elle est fragilisée, mais le président n'avait pas d'autre choix que soit de passer directement en force et de demander un vote au risque d'essuyer en fait un échec au niveau du vote et de perdre en fait la réforme en tant que telle, soit d'associer la réforme en tant que telle au 49.3 en tant que telle et forcer quelque part les républicains à voter contre la motion de censure et donc faire passer en fait la réforme. C'est un jeu politique qui est très cynique et dans lequel les partis, une grande majorité des députés troublions quelque part du Parti républicain ont joué ce jeu. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt de jouer, de faire tomber en fait le gouvernement Borne. Ceci étant dit, elle est parfaitement fragilisée. Elle est parfaitement fragilisée parce que, à la base, en fait, le président aurait dû choisir une personnalité de droite affichée clairement et non pas une personnalité de gauche, une technicienne en tant que telle. Même si le travail qu'elle a fait, Elisabeth Borne, et là, il faut être juste avec elle, c'est un travail remarquable qu'elle a fait sur pas mal de sujets. C'est une bonne technicienne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de flegme, mais c'est pas la personne qui était nécessaire pour trouver en fait une majorité au président. Si, par exemple, à l'époque, il avait pris quelqu'un comme Gérard Larcher, ou une autre personnalité de droite qui a une sorte d'ascendant quelque part sur le Parti républicain, il aurait beaucoup plus facilement trouvé en fait une majorité, il ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Et à mon avis, ce qui va se faire, c'est cela aujourd'hui. On va comme au Monopoly. On retourne à la case départ. Laïd Bellatrache, votre position justement sur les conséquences politiques de ces motions de censure déposées au niveau de l'Assemblée en France? Oui, on pourra dire qu'une partie des LR pourra tenter de se racheter pour essayer d'empêcher, c'est-à-dire pour adhérer, pour signer la motion de censure, mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr, mais même s'il n'y aurait pas, demain, par exemple, si cette loi passera, et si il n'y aura donc pas de dissolution du gouvernement, la première ministre actuelle, Madame Elisabeth Borne, aura du mal à gérer, parce que les séquelles politiques de cette tempête et de cette grande crise ne se vont pas s'estomper et s'effacer du jour au lendemain. Donc elle va laisser de grandes séquelles, profondes séquelles. Déjà bien avant cette tempête-là, Madame Borne avait des difficultés à rassembler autour d'elle donc l'une d'une décision, oui, comme il a été dit par mes confrères dans ce débat. Donc il sera difficile après. Et moi je dirais également aujourd'hui, bien sûr, moi je ne suis pas un penseur ou un précurseur de quoi que ce soit, mais si toutefois avec ces crises actuelles,
à chaque fois et dans plusieurs situations, on voit que les démocraties sont très fragiles. Et si il y a de certains qui penseraient déjà que si même la démocratie est appelée à être plus démocratique qu'il le faut, et à repenser et à redéfinir la démocratie au nom des variantes nouvelles et au nom des révolutions de la société. Il semblerait que ces définitions que nous avons, que ces repères de démocratie répondaient à une logique d'un certain temps et qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, oui, avec les évolutions sociales, avec les ouvertures possibles, il y a lieu de repenser même la démocratie en soi. Justement, justement, Monsieur El Aid Belatrache, on va justement donner la parole à Nazim Sini pour comprendre où vont mener toutes ces divergences actuellement autour de cette réforme des retraites qui, rappelons-le, et tous les observateurs, tous les économistes le disent, est nécessaire en France. Nazim Sini. Tout à fait. Oui, oui, parfaitement. Elle est nécessaire. Après, ce qui pose problème, si vous voulez, c'est la plupart des observateurs et des analystes se demandent pourquoi cette réforme a-t-elle été voulue aussi rapidement, immédiatement. Il n'y a pas le feu à la demeure, comme dirait l'expression, mais c'est vrai qu'elle est primordiale, vitale pour le maintien de l'équilibre du régime. Oui. Nous en avons déjà parlé ensemble, vous vous souvenez, Madame Boukhari, où je vous disais que, en fait, aujourd'hui, le régime des retraites par répartition tel qu'il a été conçu en France est structurellement déficitaire. Oui. Vous avez, avec le vieillissement de la population, une baisse des actifs et une hausse des retraités. Mais c'est aussi, permettez-moi de vous le dire, un acquis social auquel les Français y tiennent actuellement, plus que jamais. Mais bien sûr. Mais vous savez, on peut être fidèle à des convictions, on peut défendre des acquis sociaux, mais aussi accepter la modernisation de son pays. Et surtout aussi, de par le devoir de responsabilité, il est important de dire aux Français et aux Françaises que leur régime de retraite est en péril, tel qu'il est conçu aujourd'hui. On parle quand même d'un déficit à l'horizon de 2030 de près de 20 milliards d'euros. Donc vous imaginez, c'est énorme. C'est quand même leur retraite future qui est mise en danger. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres possibilités sur la table pour éviter le déficit de ce régime ou l'allongement de la durée, l'allongement du départ à la retraite. C'est ça la question que voulaient mettre sur la table les syndicats, mais selon toute vraisemblance, il faut réformer ce régime, que l'on veuille ou non. Et ça, il faut que l'ensemble des syndicats et l'ensemble de la société civile le comprennent. Moi, pour moi, et c'est vraiment quelque chose qui n'engage que moi, c'est que cette réforme a été mal vendue au grand public. En fait, dans l'opinion publique, il y a un rejet parce que cette réforme n'est pas comprise et parce que aussi, on a le sentiment que l'on va toucher à des acquis justement qui sont très précieux chez les Français. Nazim Sini, la question se pose également sur les issues qu'il faudra justement choisir pour apaiser les tensions actuellement qui sont dans la rue, n'est-ce pas? Écoutez, pour moi, il y a une chose, c'est rétablir le dialogue social. On a un très mauvais dialogue social en France. Comparé aux Allemands, comparé à d'autres pays d'Europe, effectivement, on n'a pas cette culture du compromis, cette culture de la négociation. Et en fait, en France, tout s'est arraché à travers des révolutions, à travers l'affrontement. Et ça, c'est aussi un des principes du côté syndical qu'il faudrait aussi revoir. Donc, je pense qu'il faut rétablir le dialogue et aussi lâcher du lest sur d'autres choses. Donc, je pense que là, il faut il faut apaiser les tensions. Donc, pour conclure, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Carole Sabat, vous, en tant qu'avocat, d'un angle géopolitique, à quelles conséquences peut-on s'attendre? Est-ce que ce qui se passe, cette crise en France, aurait sans doute des conséquences d'un angle géopolitique? Moi, je voudrais mettre un éclairage différent en fait par rapport à ce qui a été dit un peu sur la question en fait du syndicalisme. Vous savez que le syndicalisme en France est en crise actuellement. La CGT connaît aujourd'hui une transition qui est très violente à l'intérieur. FO idem, la CFDT idem. Le syndicalisme en France on peut pas le comparer au syndicalisme allemand. Donc en fait, ce vieux monde quelque part, le dialogue social, le syndicalisme à la française, la nécessité des réformes. Vous savez, il y a d'autres personnes qui mettent en cause cette réforme des retraites comme étant celle qui est demandée par les lobbies financiers et par le lobby néolibéral. Je vais faire l'avocat du diable en disant cela.
il y a des partisans d'une autre politique. Là, par exemple, Zemmour, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit LFI, ils prônent une autre politique dans laquelle on sort complètement de ce contexte. Moi, je citerai pour terminer, en fait, Gramsci. Gramsci, il a dit le vieux monde est en train de passer et tarde à passer. Le nouveau monde tarde à venir et entre ce clair-obscur, les monstres jaillissent. On est aujourd'hui dans une recomposition mondiale qui est aussi très importante. Et il ne faut pas oublier que l'Europe, en fait, est en guerre. La guerre est aux portes de l'Europe. Et donc, la France, aujourd'hui, il y a 3 blocs qui se mettent en place. Il y a ce qu'on appelle, le diplomate Duclos dit qu'il y a une désoccidentalisation du monde d'aujourd'hui. Et ça, on ne se rend pas compte. On se considère un peu comme le nombril du monde. Alors que le monde est en train de se constituer autour de nous d'une manière géopolitique très rapide. Alors, on va finir sur ce point. Merci, Carole Saba, pour cet éclairage.